Bonsoir. Bonsoir à toutes et tous. Je suis Alice, institutrice, et je fais partie d'École en lutte. Et j'ai la chance de pouvoir appeler Aline quand j'ai des choses que je ne comprends pas dans l'actualité économique. Et sur cette question-là de la dette et des politiques d'austérité présentées comme inévitables, on s'est quand même dit qu'il y avait beaucoup à dire, beaucoup à déconstruire, et qu'on avait envie de partager ça avec les personnes concernées. Oui, bonsoir. Moi, je suis Aline Farès. Je me trouve ici à venir parler de dette parce que, je crois, j'ai eu un parcours un peu particulier. J'ai bossé pendant longtemps dans une banque chez Dexia. J'ai vécu la crise financière depuis Dexia. Donc avec la faillite de la banque, j'ai travaillé après sur tout ce qui était réglementation financière. Et donc après ces plus ou moins 15 années, j'avais un peu des trucs à dire sur la façon dont fonctionne le système capitaliste, fonctionne le système financier, dont fonctionnent les institutions qui sont censées l'encadrer. Et du coup, j'ai écrit une conférence gesticulée qui s'appelle Chronique d'une ex-banquière pour expliquer tout ça. J'ai milité auprès du CADTM, qui est le comité pour l'abolition des dettes illégitimes, et qui, dès 2008, posait déjà la question de savoir pourquoi est-ce qu'on imposait des réductions, enfin, pourquoi déjà il avait fallu sauver les banques, pourquoi ça allait coûter si cher, et pourquoi quelques 2-3 ans après, en 2011, il y avait des politiques d'austérité tellement trash en fait, qui étaient imposées à la population. Et donc j'ai commencé à militer auprès du CADTM et à travailler pas mal sur la question de la dette. Ok, alors pour le budget 2026, Samuel l'a déjà un petit peu dit, le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles nous annonce que sa dette est insoutenable et qu'il faut absolument faire 250 millions d'euros d'économies dans les secteurs de l'enseignement, la petite enfance, la culture et l'aide à la jeunesse, tous des secteurs qui sont déjà en galère. En entendant ça, quand ça fait suite à l'annonce que 230 000 personnes vont être exclues du chômage, on a tout de suite un gros sentiment d'arnaque. Et en même temps, on sentait, nous, à École en lutte, qu'on avait besoin de plus d'outils pour répondre à ça et comprendre ce qui se passe vraiment. Donc c'est ça l'objectif ce soir, c'est de comprendre ce qui se passe vraiment avec la dette. Et si la dette est un faux problème, qu'est-ce que ce faux problème cache? Donc qu'est-ce que ça sert à cacher? Ma première question, c'est la dette, elle est grosse comment? C'est quelle part du budget? Et d'où elle vient? Bon, alors la dette, c'est un truc qui se compte en milliards. Donc déjà, juste pour poser le truc, on va parler en milliards. C'est pas très facile à se représenter. Je crois que ça joue beaucoup, en fait, dans le sentiment d'écrasement que produisent les discours sur la dette. On nous parle en milliards et en fait, on nous dit beaucoup que c'est inéluctable, que c'est très très grave. Historiquement, ça a toujours été un peu comme ça. Le gouvernement par la dette, c'est pas un truc qui date d'aujourd'hui ni d'il y a des dizaines d'années, ça date d'il y a très longtemps. C'est un instrument de domination, la dette. Et aujourd'hui, c'est aussi un moyen de créer un sentiment d'urgence qu'il faut absolument faire quelque chose aujourd'hui. Alors, c'est pas pour dire qu'il n'y a pas de problème du tout, c'est pas ça, mais c'est juste que l'ampleur des discours qui sont déployés autour de la dette sont complètement hallucinants et empêchent de réfléchir. Et là, en fait, on est en ce moment dans une période où on en prend dans tous les sens, dans tous les secteurs de la société, et en particulier les personnes qui ont le moins de moyens. Et des espaces qui sont hyper importants ou des institutions, des budgets qui sont hyper importants pour faire fonctionner notre société. La question que tu posais, Salia, en introduction, pourquoi on parle de dette plutôt qu'autre chose aujourd'hui, elle est particulièrement pertinente parce que c'est vraiment un choix politique de parler de dette aujourd'hui plutôt que d'autres choses. Et il me semble que c'est vraiment une attaque à une certaine vision de la société qui est faite en ce moment. Je pense que si vous êtes là, vous le sentez vraiment. Et ça me rappelle un moment, le rassemblement qui avait été organisé par la Santé en lutte, un jour de grève récemment, devant les arts et métiers.
Il y a une personne qui avait pris la parole, c'était vraiment super, je crois que c'était une personne d'un PMS et qui disait un gouvernement qui s'attaque à l'école, à la santé, à la petite enfance, à la culture, c'est un gouvernement qui doit tomber. Et il me semble que c'est important de le redire parce que c'est quand on s'attaque notamment au budget de la FWB, c'est à ça qu'on s'attaque en priorité et c'est un choix politique. Et donc brandir l'argument de la dette, c'est une façon de le faire. Et c'est une façon de le rendre acceptable. C'est pas si technique que ça, même si beaucoup de gens qui parlent de ça, qui sont invités à le faire à la RTBF ou dans tout un tas de médias, ont tendance à déployer des discours un peu techniques ou un peu qui noient les choses. C'est vraiment une affaire politique en fait face à laquelle on est. Et en vrai, ça fait 45, 50 ans que ça dure, depuis la période Thatcher, pour la période récente en tout cas. Qu'on entend les mêmes phrases, c'est il faut faire des sacrifices, tout le monde doit s'y mettre, il n'y a pas vraiment d'autres possibilités, il n'y a pas d'alternative, there is no alternative, le fameux mot de Thatcher. Il faut se serrer la ceinture, enfin c'est quand même une litanie à laquelle on est fort habitué malheureusement. Et donc en fait non seulement c'est un projet de société, mais c'est un projet qui à force des années, il avance en fait. Et la dernière chose que je voulais dire en intro, c'est que, et pendant ce temps, à Davos, vous avez probablement entendu que là il y a le sommet de Davos qui est ouvert en Suisse. En fait c'est dingue parce que au fil des ans il y a de plus en plus de politiques qui vont là-bas, il me semble. En tout cas là on entend parler du gouvernement belge qui a été en nombre comme jamais, quoi. Du gouvernement des États-Unis aussi, mais bon ça je sais pas si c'est comme jamais. Et en fait c'est quoi au départ? C'est un sommet d'affaires. C'est un sommet de grands patrons, c'est un sommet pour faire avancer le projet capitaliste en fait. Et donc voilà, je trouve qu'il y a quand même quelque chose qui se met en miroir, c'est-à-dire plus on casse les services publics, plus on détruit les moyens collectifs, et plus ça crée des espaces d'investissement. En gros, des espaces où les choses qui n'étaient pas marchandisées peuvent le devenir. En gros, déjà, les montants de la dette publique totale, donc je pourrais vous donner les quelques endroits où on peut trouver ces données-là assez facilement. La dette publique déjà totale pour toute la Belgique, donc si on rassemble toutes les données des entités fédérées, c'est 670 milliards d'euros à peu près. Un gros paquet de sous. En pourcentage du PIB, c'est un chiffre que vous avez peut-être déjà entendu, c'est 104% du PIB. Donc ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire que alors, ce qui est un peu gênant dans ce 104%, c'est qu'on compare un stock, la dette, avec un flux, le PIB. Le PIB, c'est le produit intérieur brut, c'est la richesse produite chaque année par le pays, ses habitants, ses travailleurs, travailleuses, ses entreprises, etc. Ça, c'est le PIB, donc c'est un flux sur une année. Et en face, on compare une dette qui est un stock, qui est une accumulation d'emprunts, en fait, qui court. Et ça, c'est les 670 milliards. Les intérêts qui sont payés sur cette dette, c'est à peu près 15 milliards aujourd'hui. Donc ça, c'est le flux annuel d'intérêts qui va être payé pour cette dette. Ça, c'est pour toute la Belgique. Et là-dedans, il y a la FWB, la Fédération Wallonie-Bruxelles, a, elle, une dette qui s'approche des 13 milliards. Donc c'est un petit bout de la dette totale. Et les intérêts se chiffrent à peu près à 300 millions d'euros cette année. Enfin, l'année dernière, 2024. Et donc, voilà, ça c'est les grands ordres de grandeur. Alors, je crois que tu me demandais d'où elle vient. Et en fait, la dette, elle vient d'une accumulation de déficits publics. Alors, on ne va pas remonter à l'histoire ancestrale de la dette, je ne sais pas répondre à cette question. Mais en tout cas, en Belgique, il y a toujours eu de la dette. Dans les pays, enfin, dans l'histoire moderne, en tout cas de la Belgique, il y a toujours eu de la dette. Dans les autres pays européens aussi. Et vous avez peut-être souvenir ou lu dans des cours d'histoire, moi pas parce que j'ai étudié en France, mais en Belgique, j'imagine qu'on apprend à propos de la grande crise de la dette des années 80-90. Bon, voilà, c'est pas une histoire nouvelle, même si dans les années 80-90, c'était une autre histoire qu'aujourd'hui, c'était beaucoup plus grave. Mais donc, du coup, aujourd'hui, on a une dette qui s'accumule au fur et à mesure des déficits. Et les déficits, c'est quoi? C'est chaque année, un État, il fait des dépenses
donc qui sont les dépenses courantes d'un État. Payer toutes les personnes qui sont payées par la fonction publique, faire des investissements nécessaires, financer une part de la sécurité sociale, puisque malheureusement la sécurité sociale n'est pas tout à fait autonome financièrement, financer des subventions diverses et variées, des aides, etc. Donc ça, c'est les dépenses annuelles de l'État à travers ces différentes institutions. Et puis, il y a des recettes. Et les recettes de l'État, ça va être principalement les taxes et les impôts qui vont être payés par les personnes physiques, mais aussi tous les organismes imposables, notamment les entreprises. Le fait est que la différence entre les recettes d'un côté, donc l'argent qui rentre dans les caisses de l'État chaque année, et les dépenses qui sont faites chaque année, qui sont nécessaires au bon fonctionnement collectif, ça fait une soustraction recettes moins dépenses qui est négative. C'est-à-dire qu'il y a plus de dépenses que de recettes. Et ça, c'est structurel. Il y a plus de dépenses que de recettes, et donc chaque année, il y a un déficit. Et ce déficit, il est financé par de la dette. C'est-à-dire que l'État va emprunter de l'argent. L'État, d'ailleurs, et ses entités. Puisque l'État fédéral emprunte de l'argent, mais les régions empruntent de l'argent, la FOB emprunte de l'argent, les communes empruntent de l'argent. C'est-à-dire qu'elles financent régulièrement et constamment ce déficit public avec de l'emprunt qui donne lieu aussi à de la dette. D'ailleurs, à de l'intérêt, pardon. Le truc, c'est que les déficits, c'est-à-dire le niveau des recettes et le niveau des dépenses pour des institutions publiques, c'est le résultat de choix politiques. C'est-à-dire qu'un pays qui est en déficit, ça peut être parce que les recettes sont très contraintes, ou ont diminué, ou n'augmentent pas suffisamment, pour tout un tas de raisons, de choix. Par exemple, on ne taxe pas vraiment le patrimoine en Belgique. Par exemple, on ne taxe pas vraiment les hauts revenus en Belgique. Par exemple, il y a énormément de réductions fiscales sur les profits des entreprises, etc. Donc, les États peuvent se priver, comme dans des périodes où l'idéologie est plutôt dominante et libérale, ont décidé, au fur et à mesure du temps, de se priver de toute une catégorie de revenus et donc de diminuer les recettes. De l'autre côté, dans les dépenses, il y a certains choix qui sont faits de dépenser de l'argent pour certaines choses et puis pas pour d'autres. Par exemple, quand un État aide des entreprises, il peut faire le choix d'aider certaines entreprises plutôt que d'autres. Il pourrait faire le choix de ne jamais subventionner des grosses entreprises multinationales. C'est pas ce qu'ils font. Quand les États décident de, comme c'est le cas aujourd'hui, comme tu le disais en introduction, Salia, c'est mettre des quantités astronomiques d'argent pour des projets guerriers, pour la défense, c'est-à-dire pour tout ce qui est secteur militaire. Donc tout ça pour dire qu'il n'y a pas de fatalité dans le niveau de recettes, le niveau de dépenses et le niveau de déficit. C'est le résultat de choix et derrière les chiffres, il se passe vraiment plein de choses. Donc on pourrait avoir des plutôt chouettes déficits, mais là on est face à un déficit vraiment nul puisqu'il n'a pas vraiment servi à faire des choses qu'on adore. Et donc, l'autre chose aussi, c'est qu'il y a eu des événements aussi qui se sont produits. Moi, je peux parler juste des événements relativement récents, c'est-à-dire des 15-20 dernières années. C'est la crise financière en 2008. Elle a conduit à des sauvetages bancaires qui ont coûté une fortune aux États. Parce qu'ils ont choisi de refinancer les banques, donc d'injecter de l'argent dans les banques, de leur prêter de l'argent, ça a eu un coût. Et puis, comme ça a été fait sans condition et qu'il y a tout un tas de choses qui n'ont pas été faites, il y a eu beaucoup de faillites, il y a eu beaucoup de licenciements. Et donc, il a fallu aussi augmenter les dépenses publiques pour combler les effets de la crise financière et de la crise économique qui a suivi. Il y a aussi eu le Covid, qui a donné lieu à certaines dépenses. Il y a aussi eu la crise de l'énergie, la crise de l'énergie, c'est-à-dire l'explosion des prix de l'énergie, qui a aussi donné lieu à des dépenses. Et puis ces moments-là ont aussi été des moments de récession économique ou en tout cas de moindre rentrée fiscale. Et donc ça a aussi un effet. Donc voilà, en gros,
comment se construit des déficits structurels et donc aussi une augmentation de la dette. Par rapport à la dette de la Fédération Wallonie-Bruxelles en particulier, ce que j'ai compris, c'est que la Fédération Wallonie-Bruxelles n'a pas d'autonomie fiscale, donc elle ne peut pas prélever des impôts elle-même. Et donc, ce qui fait qu'elle est très dépendante de la dotation venue de l'État fédéral. Donc ça s'appelle la loi spéciale de financement qui détermine combien l'État fédéral va donner aux différentes communautés. Et d'après ce que j'ai compris, cette dotation, elle n'a pas augmenté en proportion des besoins de la Fédération Wallonie-Bruxelles et en proportion des nouvelles compétences qui lui étaient données. Ouais. Donc il y a un problème avec cette dotation. Et une autre chose que j'ai appris en lisant le rapport de Econosphère, le contre-rapport, j'imagine que tu en parleras tout à l'heure, oui. C'est que en fait il y a des transferts entre la région wallonne et la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et en fait, ce qui veut dire que la région wallonne, elle a une autonomie fiscale, elle peut prélever des impôts. Et le fait que actuellement le gouvernement de la région wallonne soit hyper réticent à prélever des impôts, donc ils ont réduit très fortement les droits d'enregistrement, ce qui fait un manque à gagner énorme chaque année pour la région wallonne. En fait, cette réduction d'impôts, elle a été immédiatement annulée par le fait qu'il y a eu une hausse des prix immobiliers équivalente. En tout cas, la région wallonne a réduit des sources de recettes et ça a aussi un impact sur le budget de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et donc là-dessus, moi je vais m'appuyer sur, comme Alice, sur ce rapport qui est le contre-rapport sur la dette publique de la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui a été publié par Econosphère, qui a été écrit par Clarisse Van Tichelen et par Étienne Lebeau, qui date de novembre 2025. C'est des économistes qui travaillent dans le secteur syndical, en syndicat, quoi, et qui a un travail génial parce qu'en fait, il est là pour contrer le fameux rapport qui a été commandé par la Fédération Wallonie-Bruxelles, un groupe d'experts, pour faire des propositions sur comment gérer le problème de la dette de la FOB. Sauf que ce rapport, le rapport donc commandé par le gouvernement, a été contraint dans un certain cadre. Et le cadre, c'était on ne remet pas en question les recettes et tout le cadre dans lequel opère la FOB. Ce que refuse de faire ce contre-rapport, et c'est ça son apport vraiment intéressant, il me semble, qui est montré dans ce rapport en particulier, c'est que donc déjà les dépenses de la FOB, vous savez, c'est presque 3/4 pour l'enseignement, presque 10% pour la culture et puis le reste pour le reste. Et donc en soi, c'est presque un outil de financement de certains secteurs cruciaux du fonctionnement de notre société. Mais de l'autre côté, l'argent qui rentre à la FOB, c'est de l'argent qui est calculé à partir d'une clé de répartition qui est définie par cette fameuse loi que tu as mentionnée. Et ça dépend des entrées en TVA, donc collectées au niveau fédéral, des entrées en impôts sur les personnes physiques, donc les impôts sur le revenu, et puis de cette dotation en plus. Et donc le calcul qui a été déterminé et qui a été critiqué dès le départ, et apparemment c'est ce qui est dit dans cette note, le calcul de cette dotation a fait que par rapport au PIB, en fait on est passé... alors sur la période 2011-2024, en 2011, ça représentait 2,33% du PIB. Et en 2020... La dotation, ouais. Et en 2024, ça représentait 2,13% du PIB. Donc il y a ce qu'ils disent dans la note que je trouve très intéressant, c'est oui, ça paraît pas grand-chose en fait de passer de 2,33 à 2,13% du PIB, mais en fait ça a fait moins 1,3 milliard. C'est-à-dire que si on était resté au même pourcentage de dotation par rapport à la richesse produite dans le pays, eh bien, il y aurait
1,3 milliard de moins de problèmes, sauf que le déficit aujourd'hui, il est de 1,5 milliard presque. Donc en fait, la quasi-totalité du déficit actuel de la Fédération Wallonie-Bruxelles aurait pu être comblée si la clé de répartition avait été autre. Elle avait été adaptée à l'évolution des dépenses, en fait. Ouais. Donc c'est quand même important à dire, parce qu'en fait, il y a un discours qui sous-entend qu'il y a une explosion des dépenses, ce qui n'est pas du tout vrai. Les dépenses n'ont pas explosé, c'est juste que la dotation n'est plus adaptée. Exactement. Donc la dotation n'est plus adaptée aux besoins des missions de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Pour revenir sur ce que tu disais par ailleurs, sur cette histoire de transfert, donc moi aussi je l'ai appris en lisant la note, donc c'est que comme il y a un transfert de compétences entre la Fédération Wallonie-Bruxelles et la région wallonne, eh bien il peut tout aussi bien y avoir un transfert la région wallonne pourrait ne pas demander pourrait assurer, je vais recommencer, la région wallonne pourrait assurer le financement des compétences transférées par effectivement de la levée d'impôts. Mais le truc, c'est qu'on a des deux côtés, région wallonne et FOB, un gouvernement libéral de droite, et qui a pour l'instant pas trop pour plan d'augmenter les impôts des personnes qui ont de l'argent. Mais ça pourrait être une option. Et qui a par ailleurs, donc les mesures que tu citais, ce que dit ce rapport-là, c'est que c'est quand même 1,5 milliard de coûts des deux mesures que tu as citées, en plus alors pas par an, sur le quinquennat, quoi. Donc effectivement, les choix qui sont faits ne permettent pas de sortir de la situation dans laquelle est enserrée la FOB, mais qui est c'est pas une fatalité, c'est juste un choix de ne... Alors, ce qu'ils disent aussi, c'est que... Ce qu'ils et elles disent aussi, c'est que oui, c'est pas simple de remettre en cause la loi de financement, mais en fait, c'est une porte de sortie valable, importante, peut-être à considérer sérieusement, parce qu'en fait, à mode de financement stable, ça marchera jamais. Voilà. Mais même sans remettre en question la loi spéciale de financement, ce qui implique que le gouvernement fédéral soit d'accord, ce qui est compliqué, il y a moyen de s'arranger avec de la solidarité entre région wallonne et communauté. Mais qui suppose de rentrer plus d'argent du côté de la région wallonne. Oui, ce qui suppose de ne pas être allergique à l'idée de taxer les riches. La deuxième grande question, c'est à qui on paye cette dette. J'ai appris en parlant avec toi que la Fédération Wallonie-Bruxelles a une agence de la dette, et en regardant un peu, j'ai vu que tout était en anglais, qu'il y a des PowerPoint en anglais qui font penser aux documents que les multinationales utilisent pour faire leur tournée des investisseurs, etc. C'était assez perturbant à voir. Ouais, alors c'est vrai que c'est un drôle de truc. Mais donc, l'État fédéral, les régions, la FOB aussi, ont chacun leur agence de la dette. Et une agence de la dette, c'est quoi ? En fait, c'est un organe composé qui est géré par une équipe qui va emprunter au nom, par exemple, de la FOB pour l'agence de la dette de la FOB, sur les marchés financiers. C'est-à-dire trouver des investisseurs qui vont prêter à la FOB de l'argent. Alors ça se fait, c'est assez codifié comme truc, ça passe par l'intermédiaire de banques, c'est une certaine façon de publier l'information, c'est-à-dire la FOB doit fournir des informations sur ses finances, doit fournir des informations sur ses plans, doit dire combien elle emprunte, à quelle échéance. Donc, par exemple, la FOB veut emprunter 500 millions à 5 ans, et à quel taux d'intérêt est-ce qu'elle va rémunérer. Donc, en gros, quand des investisseurs choisissent de prêter à la FOB, ils prêtent pour une certaine durée de temps et contre un intérêt. Alors, il y a plusieurs choses à dire à ça. C'est que, d'abord, qui peut prêter de l'argent ? Des gens qui en ont. Si on prend... alors, j'ai pas l'équivalent des données pour la FOB, mais pour l'État fédéral, il y a eu un article plutôt pas mal de la RTBF qui est sorti il y a quelques mois sur à qui profite la dette
fédérale. Et donc en gros, on apprend du patron de l'agence de la dette de l'État fédéral belge que plus de 60%, à peu près 2/3 de la dette belge est détenue par des investisseurs étrangers et 1/3 des investisseurs belges. Alors, c'est qui ces investisseurs ? Et on peut supposer que pour la FOEB, on est sur des trucs équivalents, ou peut-être que c'est plus belge, je ne sais pas. Mais donc, en gros, qui investit ? Donc, ça va être des institutions financières. Donc, il y a des banques, des fonds d'investissement. Je ne sais pas si vous êtes familier avec ces termes ou pas. Fonds d'investissement, ça vous dit quelque chose ? Et les parts de dette, ça peut être des dettes d'entreprise, parce que les entreprises, elles peuvent emprunter de l'argent à la banque, mais elles peuvent aussi emprunter au marché financier. Et quand elles empruntent au marché financier, elles émettent ce qu'on appelle une obligation, c'est-à-dire qu'elles disent aux investisseurs, coucou, nous on emprunte de l'argent, et les investisseurs leur prêtent. Ils achètent des bouts de cette dette contre un intérêt. Mais ces obligations, ça peut être aussi des obligations d'État. Et c'est ça que font les États, les institutions publiques comme les régions, comme la FOEB, comme les communes, c'est qu'elles empruntent via les marchés financiers en mettant en vente leurs dettes, et il y a des investisseurs, par exemple des fonds d'investissement, qui achètent des parts de cette dette en attendant des intérêts. Et donc, ces fonds d'investissement font partie des investisseurs qui vont acheter de la dette à la Fédération Wallonie-Bruxelles via l'agence de la dette. Il y a aussi des sociétés d'assurance, puisque les sociétés d'assurance, ce sont les plus gros investisseurs institutionnels sur les marchés financiers. Alors ça peut être... parce que vous savez, les sociétés d'assurance, en fait, on leur paye des primes d'assurance en tant que particulier, en tant qu'institution, en tant que SBL, en tant qu'entreprise. On leur paye des primes d'assurance pour tout un tas de trucs. Et en fait, ils ne s'assoient pas sur les primes d'assurance. Ils doivent en garder une partie de manière légale pour couvrir ce pourquoi on leur donne des primes, c'est-à-dire une inondation, un accident, enfin voilà. Mais le reste, c'est-à-dire énormément d'argent, c'est investi sur les marchés financiers. Et donc, avec tout le reste de cet argent, les sociétés d'assurance font comme le fonds d'investissement. Ils achètent des actions, ils achètent des obligations d'entreprise, ils achètent des obligations d'État. Et donc, les assureurs aussi se retrouvent détenteurs d'obligations d'État et d'obligations publiques, notamment de la FOEB. Le truc, c'est que derrière ces banques, sociétés d'assurance, fonds d'investissement, il y a toujours des individus. Il y a toujours des individus au final. Et la majorité des individus qui mettent de l'argent dans tous ces circuits financiers, c'est des gens qui ont de l'argent. Et donc, c'est pas du tout la majorité de la population. C'est plutôt une minorité même. Et donc, en fait, l'intérêt et la dette publique, comme d'autres produits financiers, c'est un outil d'enrichissement de personnes déjà riches. Et ça passe par l'agence de la dette qui organise l'emprunt à des investisseurs. En disant ça, effectivement, je trouve que c'est vraiment important d'insister de voir qu'il y a le transfert de richesse qui se fait, quoi. Et c'est loin d'être nouveau. En fait, c'est la gestion par la dette, la politique par la dette, l'appauvrissement par la dette publique. C'est un truc qui existe depuis des décennies. Le CADTM dont je parlais tout à l'heure, c'était avant, il s'appelait Comité pour l'annulation des dettes du tiers-monde, parce que c'était dans les anciens pays colonisés, et c'est toujours le cas, que la dette publique est la plus élevée, et que les transferts sont les plus choquants et les plus révoltants. Par exemple, il y a un truc où on voit bien, je trouve, ce transfert d'argent. Alors, on n'est pas dans les mêmes proportions que la FOEB, mais il y avait eu une recherche qui avait été menée par Renaud Vivien, qui est un ancien du CADTM et qui bossait à Entraide et Fraternité à ce moment-là, sur le financement qui détient en Belgique la dette des pays les plus pauvres du monde. Et il était tombé, avec d'autres chercheurs-chercheuses, ils étaient tombés sur le fait que
y a la banque Degroof Petercam, vous voyez, c'est une petite banque privée belge qui sert principalement des clients très riches. Et donc la banque Degroof Petercam vend un fonds d'investissement ou des fonds d'investissement qui notamment détiennent de la dette du Ghana. Et le Ghana, c'est un des pays les plus pauvres du monde. Et le Ghana paye plus de 20% d'intérêt par an. Donc il y a une part conséquente du budget annuel du Ghana qui remonte à des riches belges. Et pendant ce temps-là, les gens n'ont pas de service de santé, pas d'école, pas de route, pas de machin, enfin très dégradé, enfin c'est la cata. Et donc c'est juste pour dire que là, nous, on se prend le truc là maintenant, mais c'est le gouvernement par la dette, hein, c'est un truc qui existe depuis longtemps. C'est les agents de ça, c'est notamment le FMI, la Banque mondiale. Après la crise financière en Europe, ça a été aussi la Commission européenne. Donc voilà, et la Banque centrale européenne. Donc il y a de la pratique quoi, là-dessus. Et alors sur qui détient la dette, bah justement, il y a une histoire. Enfin bon, donc j'ai pu vous dire à peu près vaguement cette histoire de 2 tiers, 1 tiers, parce que ce qu'on arrive à avoir en général, c'est est-ce que c'est détenu par des investisseurs belges ou des investisseurs étrangers. Mais au-delà de ça, franchement, moi, j'ai pas trouvé l'information. Alors, elles existent quelque part, hein, parce qu'il y a des registres de... Mais comme quand un État va sur les marchés financiers ou que la FEB va sur les marchés financiers pour emprunter, en fait, le prêteur n'est pas fixe. En fait, l'investisseur, il va acheter des obligations, c'est-à-dire des parts de dette. Et s'il veut, il les achète un jour et le lendemain, il les revend. Donc en fait, ça change de main tout le temps. Mais il y a des endroits où c'est enregistré, on peut savoir, mais il faudrait aller chercher l'information. Notamment des... Je crois qu'il y a beaucoup de ces informations-là qui sont dans les... moi je me souviens quand je travaillais au Luxembourg en banque, il y avait ce qu'on appelait la banque dépositaire qui enregistrait tous ces mouvements avec à chaque fois quel titre est détenu par qui. Donc les informations sont quelque part, mais elles ne nous sont pas accessibles. Et donc il y a une histoire un peu marrante où il y a, je sais pas, une vingtaine d'années je crois, il y a l'Équateur qui a lancé donc qui avait à l'époque un gouvernement plutôt de gauche, qui lance un audit de sa dette publique. Et une des grandes questions qui se posait, c'est en fait, on ne sait même pas à qui on doit l'argent, donc on ne sait pas qui négocier, quoi. Et là, le chef du gouvernement, il a dit, arrêtez de payer, puis on va attendre. Et en fait, c'est aussi con que ça, quoi. On arrête de payer, on attend. Ils vont tous se pointer. Voilà, et après on va discuter. Mais c'est pour dire que... En fait, on ne sait pas qui c'est, mais ça ne devrait pas être trop compliqué de les trouver. Bon, par contre, on est quand même au milieu d'un bazar qu'on ne contrôle pas tout à fait, quoi. Il y a la FEB, il y a la Belgique, qui est quand même dirigée par un gouvernement d'extrême droite. Il y a la Commission européenne et les institutions européennes avec les institutions européennes sont dotées de traités, donc une sorte de constitution de l'Europe, qui sont hyper libéraux, quoi. Et donc qui forcent à une austérité budgétaire quasi permanente. Donc ça s'impose un peu quand même au gouvernement. Et puis il y a une ambiance générale qui n'est pas ouf. Mais malgré ça, il y a quand même moyen d'envisager des choses. Est-ce que tu as d'autres choses à dire sur à qui on paye les intérêts de cette dette ? Ouais, j'aime bien faire référence à un travail qui a été fait par la Banque nationale de Belgique il y a 2-3 ans et qui est une tentative de découpage de la société belge en 5 quintiles, donc 5 blocs de taille égale en nombre et qui ont fait des typologies de patrimoine. Donc en gros, si on prend les 20% qui ont le moins de patrimoine, donc les 20% les plus pauvres en patrimoine, en gros ils n'ont rien. Si on prend les 2 quintiles qui suivent, donc 40% de la population qui n'est pas les 20% les plus pauvres mais qui n'est pas non plus très riche, les 40% suivants, ils ont pas loin de rien, mais
En partie parce que, notamment le 3e quintile, ils sont propriétaires mais endettés. En fait, ils sont endettés en accession à la propriété. Donc en moyenne, ça fait un truc qui n'est pas très très loin de zéro. Et puis après, non, en fait, pardon, bon bref, un truc comme ça. Et puis après, le 4e quintile, là, il commence à y avoir du patrimoine. Il commence à y avoir du patrimoine parce que le bien immobilier, il est détenu et parfois il y en a un deuxième. Et puis il y a un petit peu d'épargne, mais voilà. Et puis alors après, il y a le 5e quintile. Et là, c'est l'explosion, quoi. Les trucs, ça fait... c'est comme ça, après ça monte un tout petit peu, après ça monte un peu comme ça, et après le patrimoine des 20% les plus riches, il est là. Et à l'intérieur de ces 20%, il y a des différences, mais astronomiques, quoi, entre le bas des 20% et le haut. Et en fait, ce qui fait la différence majeure entre ces 20% les plus riches et ceux de juste avant, c'est donc, il y a de l'immobilier bien sûr, c'est le fait de détenir un outil de production. Donc ça peut être une entreprise, une usine, un cabinet d'avocats ou que sais-je. Et puis, il y a des titres financiers. Et ça, c'est quelque chose que les autres n'ont pas. Je trouve que c'est intéressant donc des titres financiers, c'est de l'épargne pension, des fonds d'investissement, des parts dans des différents types de produits financiers, en fait, des assurances. Et ça fait toute la différence et ça montre que ceux qui investissent et ceux qui potentiellement détiennent la dette, et donc ceux qui potentiellement bénéficient des politiques d'austérité directement, sont à minima dans le 5e quintile, c'est-à-dire dans les 20% les plus riches de la population. Ma dernière question, c'est élargir un peu et voir quelles sont les alternatives, quelles sont en fait nos marges de manœuvre. Évidemment, il y a différentes manières de réfléchir à ça. On peut réfléchir dans le cadre imposé de la loi de financement de la fédération par l'État fédéral. J'ai compris en lisant ce rapport que même dans ce cadre-là, il y a des choses à faire puisqu'il y a moyen de récupérer des recettes fiscales via la région wallonne. Et puis plus largement, comment les choses pourraient se passer autrement. À École en lutte, on adore crier dans la rue que de l'argent, il y en a dans les poches du patronat. Et peut-être qu'on pourrait développer un peu cette idée. Parce que, en fait, l'économie belge, elle va plutôt bien, il me semble, d'après ce que j'entends. En tout cas, il y a des entreprises qui vont très très bien en Belgique. La richesse des milliardaires, elle a augmenté de 19 milliards de dollars en 2024. Donc il y a aussi des gens pour lesquels ça va très très bien. Voilà, la question de qu'est-ce qu'on pourrait faire autrement. Il y a d'abord besoin de sortir du sentiment d'impuissance dans lequel ça nous met et surtout de fatalité comme ça. Je sais pas, je me suis dit que si vous êtes là, c'est peut-être parce que vous sentez ça, que putain, mais comment on se sort de cette situation dégueulasse. Et en fait, il y a beaucoup de discours là-dedans et je trouve que c'est ce que ce rapport appuie aussi, c'est qu'il y a un discours de panique qui est complètement démesuré en fait. Toute la dernière partie du rapport montre que la situation à laquelle apparemment il est fait référence de temps en temps à la situation des années 80-90 a rien à voir. Ça n'a rien à voir. On n'est pas du tout dans les mêmes niveaux. Par exemple, ils appuient beaucoup sur le fait que les intérêts qui sont payés sur la dette restent inférieurs au taux de croissance du PIB. Et c'est vraiment important, quoi. Parce que à partir du moment où ça change, c'est un petit peu plus compliqué, mais dans les années 80-90, on n'était pas du tout dans la même situation. C'était une situation inverse. Il y a aussi le fait, il rappelle aussi, pour contrer ce parallèle, et ça va amener à ce que tu disais, que dans les années 80-90, il y avait eu une augmentation de certaines dépenses publiques. Ça n'a pas été que une augmentation de certaines recettes. C'est-à-dire qu'il y avait eu des taxations sur le patrimoine. Mais il y avait eu d'autres taxes qui avaient été mises en place pour
remettre des recettes. Et je crois que c'est important de le déployer dans le discours parce que, alors bien sûr pour la FOB ça joue à un autre endroit, mais de le déployer dans les discours qu'on a et dans les échanges qu'on a et aussi pour s'ouvrir d'autres possibilités parce qu'aujourd'hui, dans les discours politiques, et ça fait longtemps que ça dure encore une fois, on ne nous parle que des dépenses. Et ça va pas en fait de parler que des dépenses. Je pense que pour continuer à parler de discours, c'est vraiment important d'appuyer sur la vision qu'on a pour la société dans laquelle on vit, la société qu'on veut développer et la société qu'on veut pour le futur. Parce qu'en fait, je crois que ça se joue vraiment là-dessus aussi. C'est-à-dire ne pas se faire défoncer la sécurité sociale, l'école, je sais pas, tout ce qui est santé, soins, chômage, etc. C'est en fait la défense d'une certaine idée de la société et de à quoi elle peut ressembler. Je crois que c'est important aussi d'appuyer sur le sujet des inégalités parce que, en fait, c'est marrant, je disais à ma fille ce matin, donc elle a 15 ans, on a écouté des podcasts pour se mettre à jour ensemble en faisant un puzzle ce matin. Et il y a quelques émissions des clés de la RTBF qui sont pas mal sur le sujet. À écouter avec une oreille un peu critique, mais franchement c'est pas mal. Et donc je lui disais, moi j'ai pas souvenir quand j'étais gamine qu'on parlait de milliardaires. Enfin, je sais pas, il y avait le prince d'Oman qui était une espèce de mystère comme ça. Il y avait vaguement des gens, dans les pays pétroliers, quoi. Il y avait peut-être quelques milliardaires, quoi. Un roi, peut-être, voilà. Mais il n'y avait pas de milliardaires, en fait. Et ça n'existait pas. Et maintenant, c'est devenu genre normal. Le rapport de Oxfam annuel, la litanie habituelle sur la fortune des milliardaires qui se concentre de plus en plus. Je sais pas, il y a quelques années, ils pouvaient tous rentrer dans un bus. Maintenant, ils vont bientôt rentrer dans une bagnole, quoi. Ceux qui détiennent la moitié l'équivalent du patrimoine de la moitié de la population mondiale, ils sont 12. 12 personnes. Ouais. Et donc, à l'échelle de la Belgique, c'est un truc qu'il faut dire aussi, quoi. Il y a des personnalités qui ont énormément d'argent, mais c'est pas juste de l'argent, en fait. C'est des biens immobiliers, c'est du foncier, c'est des parts d'entreprise, voire le contrôle majoritaire sur des entreprises, des appareils de production, donc des conditions de travail, et qui ont du coup du pouvoir tout court, quoi. Et en fait, c'est beaucoup trop de pouvoir. Donc voilà. Et alors, de l'argent, il y en a dans les poches du patronat, oui. De fait. Vraiment. Il y avait, je crois pas qu'ils aient fait une mise à jour, mais il y avait un tableau, c'était des gens du PTB qui faisaient ça à un moment donné, un tableau qui comparait les taux d'imposition effectifs des plus grandes entreprises de Belgique avec les taux d'imposition théoriques. Et franchement, les grandes entreprises payent entre 0 et 10% d'impôts sur leurs bénéfices, quoi. Alors 33% qui est le taux normal pour les petites et moyennes entreprises. Ouais. Mais ça ne suffit pas de dire ça, parce que je me rappelle avoir discuté un jour avec un commerçant, je sais plus, je crois qu'il avait sa radio allumée, et donc du coup on entendait un truc, et je dis, moi je m'énerve comme d'habitude, et donc du coup je lui dis, mais c'est quand même pas possible, ça va pas du tout que des gens payent aussi peu d'impôts. Et donc une fois qu'on a dit ça, il faut aussi aller un peu plus loin, parce que ce qui est entendu quand il y a des gens de droite et des personnes riches qui disent oui, on paye déjà beaucoup d'impôts, c'est les chiffres absolus. Et oui, ils sont impressionnants. Du coup, ces gens, quand on prend des pourcentages de plusieurs milliards, ça fait vraiment beaucoup d'argent, ouais, effectivement. Mais le principe de l'impôt, c'est la redistribution de richesse. Donc, il est normal que si ces personnes génèrent autant d'argent, eh bien, elles en redistribuent une part conséquente, d'autant plus qu'elles n'auraient pas généré autant d'argent si elles n'avaient pas pu utiliser toutes les infrastructures développées par les services publics, par les investissements publics, tout le savoir et les savoir-faire développés dans les écoles publiques, grâce aux professeurs, tous les moyens qui sont mis à disposition des personnes via la sécurité sociale, via les services de soins de santé, et qui permettent de nous maintenir en bonne santé, etc., etc., etc. Et donc en fait, ces richesses accumulées sont accumulées sur le dos des dépenses publiques.
toute la recherche qui est faite et qui est donnée à tout un tas d'entreprises. Enfin, voilà. Allez voir aussi les... Alors, si vous n'avez pas envie de vous farcir le livre, moi je l'ai jamais lu en entier, mais il y a un bouquin qui s'appelle, de David Graeber, qui s'appelle 5000 ans d'histoire de la dette. La conclusion du livre, c'est, en fait, ça fait 5000 ans que les gouvernants gouvernent par la dette, et ça fait 5000 ans que régulièrement, il y a des annulations de dette. Alors, avant, ça se passait pas forcément comme ça pourrait se passer aujourd'hui, quoique je sais pas, mais il y avait un créancier, et puis il y avait un roi qui est endetté, et ben, le roi fait couper la tête du créancier. Donc, voilà. Il y avait des règlements de dette comme ça, et donc annulation de la dette. Mais vous avez déjà entendu parler de l'histoire des emprunts russes ? Moi, je me rappelle, j'ai l'impression que quand j'étais petite, on me parlait des emprunts russes comme un truc vraiment très très grave. En fait, si je ne me trompe pas, c'est un truc qui est arrivé après la Révolution de 1917. Oui, merci, chef. Et donc, après la Révolution de 1917, le nouvel État soviétique dit on ne va pas rembourser la dette, on ne va pas la payer. Et donc, tous les bourgeois, moi j'ai su l'histoire pour la France par exemple, tous les bourgeois en France, mais il y a dû y avoir en Belgique et dans plein d'autres États, on dit merde alors, les salauds russes, ils vont pas nous rembourser la dette. Alors c'est vrai que c'est un peu chaud de ne pas payer sa dette, mais ça pourrait s'organiser, au moins partiellement. Alors il y a pas mal d'années, donc je parle de la période des politiques d'austérité 2011-2012 par là, il y avait encore un réseau qui s'appelait le réseau des collectifs d'audit de la dette, qui était animé notamment par le CADTM. Et donc l'idée c'était de dire on va regarder en tant qu'habitant d'une commune ou habitant d'un pays, on va aller fouiller dans les comptes publics et on va se faire une idée par nous-mêmes de est-ce que dans cette dette il y a des trucs qui sont bons, d'accord, ok, effectivement la dette a été contractée pour le bien commun, mais est-ce qu'il n'y a pas des parties de dette qui ont été contractées et qui n'ont bénéficié quasi à personne et qui deviendraient du coup pas légitimes et donc dont on pourrait contester le remboursement. Je crois qu'il y a plein d'idées dans 5 millions d'histoires de la dette, mais qu'il y en a plein d'autres à trouver aussi. Que tout ça c'est une histoire de rapport de force, de narratif aussi, de qu'est-ce qu'on est capable de se raconter. Et le David Graeber qui a écrit les 5 millions d'histoires de la dette, il avait une phrase qu'il avait écrite dans un chouette article sur les imaginaires politiques émancipateurs. Il avait une chouette phrase où il disait que le monde est rempli de promesses non tenues, donc toutes les promesses gouvernementales par exemple, vous voyez, si vous nous élisez, votre vie ira mieux, par exemple. Donc le monde est rempli de promesses non tenues, et donc à un moment donné, on pourrait peut-être se rappeler qu'une dette, c'est une promesse, et ce n'est jamais qu'une promesse en fait. Quand on rembourse pas une... Non mais en fait, ça semble être une blague, mais c'est important de le dire, parce que quand on rembourse pas une dette publique, ou même juste une partie de dette, ou qu'on impose une réduction de la dette, déjà, ça concerne qui va être affecté ? Des gens qui ont les moyens de prêter, d'investir, donc des gens qui ont déjà de l'argent, donc a priori, il n'y a pas de problème. Et s'il y a une petite minorité qui a un problème, ça pourra se régler, quoi. C'est pas grave. Hein. Ça détruit rien, en fait, d'annuler des dettes. Ça peut détruire une relation de confiance, éventuellement, oui, effectivement, ça peut la mettre à mal, mais ça peut s'organiser, en tout cas. Et il me semble que là, vu l'attaque massive à partir du discours de la dette qu'on se prend en Belgique, en France et dans plein d'autres pays, c'est peut-être le bon moment pour remettre ces contestations de la dette au bout du jour. Et puis alors après, il y a des propositions plus concrètes et peut-être plus immédiates qui sont, je vous invite à lire ce rapport, dans ce type de travail. Voilà. Merci. On va passer aux questions du public. Merci. On va faire circuler un micro. Déjà, merci 1000 fois parce que j'ai compris plein de trucs que j'avais jamais compris. Je me demandais, est-ce que quand on parle de la dotation fixe de la Fédération Wallonie-Bruxelles, est-ce que c'est ça l'enveloppe fermée ? Parce que depuis que j'ai commencé à enseigner,
Toujours, on me parle de « Oui, mais la Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est une enveloppe fermée, Pauline. » Et toujours, je me demande, est-ce qu'on ne peut pas l'ouvrir? Mais donc, est-ce que c'est ça l'enveloppe fermée? Et est-ce qu'on peut ouvrir cette enveloppe? J'avais aussi une question, on a parlé des mécanismes de dette, et tu parlais du FMI et de la Banque mondiale. Et ce que je sais, c'est que le FMI et la Banque mondiale fonctionnent en prêtant sous condition, en disant on vous prête de l'argent, mais à condition que vous imposiez l'austérité dans votre pays, et justement que vous coupiez dans les dépenses publiques. Est-ce qu'il y a le même mécanisme à l'échelle du gouvernement fédéral belge et de la Fédération Wallonie-Bruxelles? Et ouais, la dernière chose, c'était juste, je me demandais, est-ce qu'on pourrait mettre dans nos revendications, du coup, à École en lutte ou le groupe 31 mars, de faire comme en Équateur pour savoir, pour avoir les noms et arrêter de payer cette dette. Je pense que la dotation, c'est l'enveloppe. Selon moi, c'est ça, cette histoire d'enveloppe fermée. Et est-ce qu'on peut l'ouvrir? En fait, il y a deux manières de l'ouvrir, d'après ce que j'ai compris. Il y a renégocier, enfin exiger une renégociation de la loi spéciale de financement, c'est-à-dire la loi qui fixe combien d'argent le gouvernement fédéral donne aux communautés. Et la deuxième façon d'ouvrir cette enveloppe, c'est de négocier une solidarité entre la région wallonne et la fédération Wallonie-Bruxelles, ce qui nécessiterait que la région wallonne arrête de réduire les impôts sur les plus riches pour augmenter ses recettes. Il me semble que ce serait ça, ouvrir l'enveloppe. En tout cas, c'est frappant cette terminologie de l'impossible, c'est vraiment génial. Et c'est hyper efficace du coup. On te dit enveloppe fermée, tu discutes pas quoi. Donc je crois que c'est d'autant plus important de dire bah si on va ouvrir l'enveloppe, on va regarder ce qu'il y a dedans, on va réfléchir, on va peut-être remettre en question l'enveloppe fermée quoi. Alors effectivement le FMI, la Banque mondiale prêtent sous conditions qui sont énumérées dans des plans. Attends, là tout de suite le nom m'échappe. Voilà, merci beaucoup. Les plans d'ajustement structurel. Alors, c'est un peu plus subtil, mais pas tellement. Ce qui se joue aujourd'hui, c'est-à-dire que, en fait, quand des investisseurs prêtent à un État, il y a des attentes. Et ces attentes, c'est que le pays, la région, va gérer les finances publiques d'une certaine manière, qui est considérée comme la bonne manière qui permet d'assurer de manière pérenne le paiement des intérêts et un bon roulement de la dette. Parce que, il y a une chose que j'ai oublié de vous dire, c'est que les institutions publiques, comme l'État fédéral, la région ou la FOB, ne remboursent pas le principal, ne remboursent pas la dette elle-même. On paye les intérêts, mais quand une dette arrive à échéance, pour la rembourser, on fait un nouvel emprunt. Donc on fait un nouvel emprunt soit au même prêteur, soit à d'autres prêteurs. Donc c'est ça qu'on appelle le roulement de la dette. Et le truc, c'est que si les circonstances politiques, économiques et le jugement des investisseurs changent au moment où on réemprunte, eh bien l'intérêt pourrait être différent. Alors il y a aussi, dans les choses qui jouent, il y a aussi les conditions générales d'emprunt menées qui sont largement guidées par les banques centrales, mais voilà, donc le prêt sous condition, il se fait de manière plus subtile parce qu'effectivement, il n'y a pas un plan de en fait, là on vous prête, mais vous allez devoir faire ci, ça, ça et ça. A priori, ils ne peuvent pas faire d'ingérence dans la gestion des comptes publics, mais il y a des attendus. Et ces attendus sont notamment rendus perceptibles par les agences de notation et les notes qu'elles donnent. Donc vous avez entendu déjà parler de ce truc-là, on nous a baissé notre note, ou on nous maintient notre note, mais avec comment on appelle ça, avec un genre de warning. A+, ça devient A-, tout ça. Ouais, voilà, c'est ça, c'est les notes triple A. Alors l'Allemagne, c'est triple A, c'est super, on peut y aller tranquille. Donc l'Allemagne trouve tout de suite des investisseurs, c'est-à-dire que pour des gens qui ont de l'argent, prêter à l'Allemagne, c'est comme un compte d'épargne, quoi. Mais donc, ces notes données par les agences de notation, donc les agences de notation, c'est des entreprises privées
qui note tous les produits financiers émis par les États et par les grosses entreprises, principalement. Et donc les investisseurs, ils vont beaucoup se reposer sur ces notes. Et ces notes, en fait, sont le résultat d'analyses qui sont menées par ces gens et qui vont analyser en fait la qualité du crédit, c'est-à-dire les perspectives de remboursement. Donc si vous avez à la tête d'un pays, tout d'un coup, suite à un grand soulèvement populaire, un gouvernement de gauche qui va mener des politiques sociales, etc., il est probable qu'il va être sous pression des agences de notation et des investisseurs. Mais c'est pas pour ça qu'il ne faut pas le faire. Mais c'est juste pour dire qu'effectivement, on est dans un truc où c'est pas facile, mais il n'y a pas un script clair et un contrat signé. Il y a des attendus, mais c'est pas pour ça qu'il ne faut pas envisager d'en sortir, quoi. En fait, donc, il y a les traités de Maastricht, que ça a été entièrement entériné au niveau européen. En fait, c'est l'avancée d'une idéologie. C'est l'avancée d'une certaine vision de l'économie et de la société. Ça a été une aubaine extraordinaire pour les détenteurs de capitaux. Ça a été une aubaine extraordinaire pour les marchés financiers en général et tous les acteurs, banques, assurances, etc., d'avoir accès au financement des États. C'est une manne incroyable, quoi. D'abord, ça donne du travail aux banques qui font l'intermédiaire entre les États et les investisseurs. Ça rémunère du capital qui trouve des débouchés. Parce que c'est un enjeu aussi pour le capital qui est accumulé au fur et à mesure de l'exploitation, de tout le travail que fait le capital, quoi. Y a du capital qui s'accumule et qui doit toujours trouver des nouveaux endroits où investir. Et donc ça a créé des nouveaux débouchés, d'avoir plus d'accès au financement, à la dette publique. Je ne sais pas quoi dire d'autre que... je trouve que pour le coup, les politiques monétaires, c'est un truc qui est vachement loin de nous, mais ça reste un truc qu'on pourrait rediscuter. Oui, en tout cas, effectivement, ça a été un choix politique dont la population a été très largement dépossédée. Merci pour tout. Ma question porte sur autre chose. Tu as parlé tout à l'heure du fait que le monde capitaliste paye peu d'impôts. Qu'il y a une grande différence entre ce qu'ils devraient payer et ce qu'ils payent réellement, etc. Et là, on entend toujours dire qu'il ne faut pas trop taxer les investisseurs parce que sinon ils s'en vont et ils vont mettre leur argent ailleurs. Il y a les paradis fiscaux, il y a les endroits où c'est plus intéressant d'investir, etc. Et que donc on serait pieds et poings liés parce que on doit leur faire des cadeaux tout le temps pour qu'ils veulent bien rester et continuer à investir, créer des emplois, etc. J'aimerais bien que tu réagisses à ça, Aline. C'est vrai que c'est une rhétorique qu'on entend beaucoup, qu'il faut leur cirer les pompes, et donc ça veut dire mettre en place des politiques qui vont dans le sens du capital pour les garder. Mais en fait, il n'y en a jamais assez. Et c'est vrai qu'il semblerait qu'on est quand même dans une course à toujours en faire plus. Par exemple, les accords de libre-échange qui sont très mal nommés en négociation comme celui sur le Mercosur en ce moment, c'est encore d'autres arrangements pour arranger le capital, pour une meilleure circulation, pour avoir des tribunaux d'arbitrage privés, pour tout un tas de choses de ce genre. On peut se laisser aller à cette menace. Mais c'est un peu comme tout le reste, quoi. Si on ne change pas de programme, on ne va pas y arriver. Et il ne faut pas oublier qu'on a d'autres modalités de financement de nos besoins communs. Par exemple, la sécurité sociale et le système de la cotisation, dont certains proposent d'augmenter la généralisation de la cotisation à d'autres secteurs, comme par exemple l'alimentation. C'est un autre moyen de se financer qui fait qu'on est moins dépendant d'investisseurs qui ont des objectifs bien spécifiques. Alors, je vais m'expliquer un petit peu mieux. Vous savez que la sécurité sociale a été conçue sur base de tentatives, expérimentations de travailleurs, de mettre de l'argent en commun pour se défendre contre leurs patrons.
et être moins soumis à la pression des conditions de travail, des risques de licenciement, etc. Et cette idée a fait son chemin, et pendant la guerre, pendant la Deuxième Guerre mondiale, des personnes se sont mises ensemble pour développer et institutionnaliser ce système-là, qui est devenu la sécurité sociale dans des programmes d'après-guerre, quoi. C'est une avancée majeure. Pourquoi ? Parce que, en fait, le système de la cotisation, c'est chaque personne qui produit de la richesse, chaque travailleur, travailleuse, met une part du produit de son travail dans une caisse commune, via la cotisation. Alors, il y a les mal nommées cotisations employées, cotisations patronales, devenues charges patronales d'ailleurs, par un glissement sémantique vraiment dégueulasse. Mais donc, cotisation qui, en fait, ne vient dans les deux cas que du travail. Et donc, ces cotisations sont mises ensemble. Et ces cotisations, ça permet vraiment en termes de capacité d'investissement, ça peut être énorme. Ça peut créer de la capacité d'investissement, par exemple en France, c'est ça qui a permis de construire tout le réseau des CHU de départ, hein, parce qu'il y en a eu d'autres après, mais par la cotisation. Comment ? Les hôpitaux ? Les hôpitaux, ouais, les centres hospitaliers universitaires. C'est avec la cotisation qu'on paye la quasi-intégralité de nos soins de santé. C'est par la cotisation qu'on paye le chômage, qui est un droit qu'on doit défendre. C'est par la cotisation qu'on paye les retraites. Alors, certes, ce système de cotisation, il est très fort mis à mal parce que, au fur et à mesure des années de doctrine libérale, eh bien, il y a eu le glissement sémantique de cotisation à charge qui fait qu'une charge, on n'en veut plus, alors qu'une cotisation, on aurait peut-être bien voulu la garder. Une charge, on n'en veut plus, et du coup, il y a eu un moindre financement de la sécurité sociale et des différentes caisses de la sécurité sociale. J'ai oublié les caisses d'allocation familiale aussi. Mais on pourrait tout à fait envisager de réaugmenter cette cotisation, qui serait une contribution du travail au financement de tout un tas de choses. Et c'est parce qu'on amoindrit ce genre d'outils qu'on est plus dépendant d'investissements privés et qu'on peut avoir un petit peu plus peur, effectivement, qu'il y ait moins de capital qui rentre dans le pays. Donc je pense que ça se pense par la construction de moyens qui font qu'on a moins peur, en fait. Là, on est un peu à poil, en vrai. Il y a encore des trucs, mais c'est pas hyper solide, quoi. Alors, de la richesse, par ailleurs, il y en a en Belgique, et j'ose encore espérer qu'il n'y a pas que des gens qui ont des idées de merde, pas des gens qui ont de l'argent, et qu'il y a des personnes qui croient en la nécessité de faire du commun, de construire une richesse collective, enfin voilà, bon. Et je pense qu'en tout cas, par rapport au taxer les riches, parce que ça, c'est le truc qui s'est beaucoup développé dernièrement, notamment du côté France, c'est avec la fameuse taxe Glucksmann, là, mais il n'y a pas de discussion équivalente en Belgique, en fait, encore. C'était mais si on les taxe, ils vont partir. Mais n'importe quoi. Alors oui, de toute façon, l'argent qui ne doit pas être là, il est déjà pas là, en fait. Il est dans les paradis fiscaux, donc en fait, voilà. Et les êtres sont attachés à leur territoire quand même un peu. Donc il y en a qui partiront, oui, mais tout le monde ne partira pas. Et peut-être que ce qui restera suffira, et peut-être qu'on arrivera à quand même construire une société avec les gens qui restent, avec ceux et celles qui décident de rester. C'est dur de se dire qu'on est dépendant de gens dont les décisions sont tellement volatiles. Donc moi, j'ai pas envie d'accepter ce discours-là. Après, je pense qu'effectivement, il serait très difficile à tenir depuis un petit pays tout seul. Là, effectivement, si on pouvait avoir des alliés, ce serait un peu plus sympa. Il y a eu des périodes, par exemple, quand la Grèce était très très fortement attaquée, il y avait encore un gouvernement PS en France, il y avait un gouvernement de gauche au Portugal, je crois. Il y aurait pu avoir une coalition de pays pour soutenir d'autres façons de mener les politiques dans une phase post-crise. Il n'y a pas eu ça ne s'est pas produit, mais si ça pouvait se produire, si on pouvait susciter ça, ça mettrait un petit peu moins en danger les pays qui s'exposent en premier, quoi. Enfin, parce que tu dis qu'il faudrait avoir des alliés, mais la Belgique est un paradis fiscal à certains égards. Ouais, en termes de patrimoine, oui, à fond. Et de niche fiscale pour les entreprises aussi. Oui. Et donc ça, c'est des moyens légaux de faire de l'optimisation fiscale. Il y a
facilités que la Belgique offre que les voisins n'offrent pas. Et donc ça pourrait être supprimé facilement. Et là, on parle que des moyens légaux d'optimisation fiscale pour les entreprises et les gros patrimoines. En fait, il y a aussi la fraude fiscale, dont c'est bien de parler le plus souvent possible, parce que la fraude fiscale, c'est pas comme ces politiques qu'on pourrait mettre en place officiellement et qui feraient soi-disant fuir les investisseurs. C'est vraiment aller chercher de l'argent chez des gens qui fraudent l'État. Et j'ai oublié, mais à chaque fois que je tombe sur les chiffres que ça pourrait représenter pour l'État, il me semble que c'est des centaines de milliards. C'est monstrueux la fraude fiscale. C'est un truc vraiment. En fait, l'enrichissement des plus riches est quand même basé sur beaucoup de triches, de vols, d'exploitation. Enfin, c'est. Donc oui, enfin, moi j'ai envie. Et de chantage, beaucoup de chantage. Chantage à l'emploi, chantage au départ, chantage à plein de trucs. Et je trouve que même si ça pourrait en partie se produire, il faut qu'on défende une autre façon d'envisager les choses. Et notamment de se débarrasser de ces niches fiscales. Bon, c'est pas la bonne période. Mais des tentatives, j'en ai eu il n'y a pas si longtemps, autour de la Grèce. Il y a un film militant qui a été produit par le CADTM et Attac, et Zine TV, qui s'appelle L'Audit, qui est en accès libre, je sais plus quoi, c'est un court-métrage documentaire sur l'audit de la dette publique grecque. Ça n'a finalement pas abouti, mais ça a été un travail conséquent, il y a eu un rapport d'audit, donc c'est quelque chose qui peut être mené. Je crois ne pas me tromper que dans les deux films Debtocratie et Catastroïka, qui sont des films qui datent de 2008, 2009, 2010, qui parlent de la dette grecque, il y a des exemples, et notamment l'histoire de l'Équateur est assez bien racontée. Voilà, et alors moi je vous invite à regarder sur le site du CADTM, parce que c'est un recueil énorme d'histoires, de combats contre les dettes illégitimes, odieuses. J'ai entendu parler de ne pas vouloir payer la dette, de faire un audit. Et moi, j'ai l'impression, mais corrige-moi si... J'ai l'impression qu'il faut qu'on arrête de parler de dette tout court, parce que moi, quand on parle de dette, je pense à... J'ai emprunté 20 € à un tel, et je lui dois 20 €. Et j'ai l'impression que ce qui se joue ici, c'est tout autre chose. Et donc, j'ai l'impression que c'est mal nommé, les choses, de parler de dette comme si on parlait d'un emprunt que je faisais pour un resto ou un verre. Et donc, j'aimerais qu'on nomme bien les choses, parce que mal nommer les choses, c'est rajouter un peu plus de malheur. Ouais, moi je crois que tu as tout à fait raison, parce que et c'est une confusion dans la perception de ce que c'est que cette dette qui est entretenue par les comparaisons qui sont faites quand il y a des experts, des économistes, des politiques qui parlent de la dette publique dans les médias. Souvent ils font la comparaison à tort avec... vous savez bien, quand vous avez votre emprunt pour votre maison, oui, en effet, ça n'a vraiment rien à voir. Je tente une paraphrase, une dépendance à des investisseurs privés, quelque chose... non, en fait, j'ai rien tenté. En tout cas, trouver des mots qui parlent de cette dépendance, qui parlent de ce rapport très toxique, en fait, à la politique. Parce que... en fait, quand un gouvernement arrive au pouvoir et se tape une dette pareille avec tous ces investisseurs à qui il faut payer des intérêts et auprès de qui il faut renouveler le stock de dette, ça limite vachement les possibilités. Donc c'est un fardeau. On va dire la relation toxique de la Fédération Wallonie-Bruxelles avec les marchés financiers. C'est pas mal. Tu avais parlé d'un moyen d'enrichissement pour les gens déjà très riches. Ah oui, un moyen d'enrichissement pour les gens déjà très riches. Oui, ça pourrait aussi. Enfin, il y a un truc à trouver, ouais. Il y a peut-être un petit glossaire à faire de la dette publique.